Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler de la synthèse et de l'implémentation d'un circuit combinatoire. Nous allons couvrir les sujets suivants. Tout d'abord, nous allons définir ce que c'est que la synthèse et l'implémentation. Ensuite, nous allons voir quelles sont les étapes de la synthèse et de l'implémentation et les appliquer à des exemples. Nous allons voir des exemples de code synthétisables et non synthétisables. La synthèse du code VHDL est effectuée par un synthétiseur. Le synthétiseur produit communément ce qu'on appelle une liste d'interconnexion, en anglais netlist. Cette liste inclut la liste des composantes de base utilisées et les liens qui les relient. Après le processus de synthèse, il est possible d'obtenir un estimé de la performance et des ressources utilisées par le circuit. L'implémentation, elle, consiste à choisir des ressources spécifiques sur le FPGA ou instancier les composantes et les interconnexions qui ont été identifiées par le synthétiseur. Le défi du synthétiseur, c'est d'inférer correctement un circuit qui est conforme au code VHDL. Le défi du concepteur, en contrepartie, c'est de décrire ses intentions d'une façon non ambiguë pour le synthétiseur. Donc, la norme 1076.6-2004 de l'I3E définit le sous-ensemble de VHDL qui est, ou qui devrait être, supporté par les outils de synthèse commerciaux. Il faut comprendre que les outils de synthèse commerciaux ne respectent pas tous nécessairement la norme au complet. Alors, la documentation qui accompagne le synthétiseur est pratique pour connaître exactement les parties du langage VHDL qui sont supportées ou non, les formulations préférées pour représenter une structure donnée, ainsi que les directives particulières supportées par le synthétiseur. Les étapes de la synthèse d'un module combinatoire décrit en VHDL sont d'identifier les entrées et sorties du circuit, ensuite, pour chaque sortie, trouver l'équation booléenne ou la table de vérité correspondante, et réduire l'équation si nécessaire. Ensuite, si la cible est un FPGA, découper les équations de sortie selon la taille des tables de correspondance disponibles. L'implémentation, elle, suit la synthèse et consiste à choisir des ressources spécifiques sur la puce pour les ports et les fonctions logiques. Un rappel. Un FPGA est composé d'une matrice de blocs de logique programmable. Cette matrice est placée au centre d'un tissu d'interconnexion et des blocs d'entrée-sortie permettent d'interagir avec le monde extérieur. Donc ici, par exemple, ce bloc de logique configurable-là, ici, pourrait être représenté par le circuit qui est montré à droite de la diapositive. Les blocs d'entrée-sortie sont indiqués par l'acronyme IOB et la matrice d'interconnexion est composée de points d'interconnexion avec des fils qui les relient entre eux. Et les blocs de logique programmable sont reliés aussi au circuit d'interconnexion. À l'intérieur d'un bloc de logique configurable, on trouve des tables de conversion. Ici, dans le modèle simplifié, il y en a deux. Chacune a 4 entrées et une sortie. Des multiplexeurs permettent de router les sorties des tables de conversion vers des sorties qui sont naturelles et des sorties qui sont avec des registres. Donc, en guise de premier exemple, considérons la synthèse et l'implémentation du code VHDL qui est dans l'encadré en vert. C'est le modèle VHDL d'une porte E logique à 4 entrées. On va suivre les différentes étapes. La première étape consiste à identifier les entrées et sorties du circuit. Dans le cas présent, c'est assez facile. Les entrées, il y en a 4. Ce sont les indices du vecteur I. Et la sortie, il y en a seulement une, F. La deuxième étape consiste à, pour chaque sortie, trouver l'équation booléenne ou la table de vérité correspondante. Encore une fois, c'est facile. L'équation est donnée ici dans le modèle VHDL. La troisième étape consiste à découper les équations de sortie selon la taille des tables de correspondance disponibles. On va supposer un FPGA avec des tables de correspondance à 4 entrées. Donc, il n'y a pas de découpage nécessaire. Pour la quatrième étape, on va choisir des ressources spécifiques. C'est ce qu'on va faire sur la diapositive suivante. Donc, tout d'abord, on va choisir pour les entrées I, les entrées ici de la table de conversion G. Donc, on va placer I de 3 ici, I de 2 sur ce port, I de 1 sur ce port et I de 0 sur ce port. On va effectuer l'opération logique dans la table de conversion G et la sortie de la table de conversion, on va l'amener vers la sortie Y du bloc de logique configurable et ce port, on va l'appeler F,
qui est le résultat, qui est le signal de sortie de notre module. Il nous reste maintenant à indiquer le contenu de la table de conversion, et c'est ce qu'on va faire par la table de vérité. On sait que c'est une fonction et à 4 entrées, alors tout simplement on a un 1 quand les 4 valeurs sont à 1 et des 0 dans tous les autres cas. Et voilà, on a terminé. Voici un deuxième exemple maintenant de code synthétisable. Dans l'encadré en vert, vous allez probablement reconnaître la solution du problème du vote. Donc, passons à travers les étapes de synthèse et d'implémentation. Tout d'abord, il faut identifier les entrées et sorties du circuit. Les entrées sont les 4 indices du signal les votes et la sortie est le signal approbation. Pour chaque sortie, on va trouver l'équation booléenne ou la table de vérité correspondante. Bien, l'équation booléenne, ce serait possible, mais la table de vérité, c'est encore plus facile parce qu'on a ici un énoncé with select qui nous définit le contenu de toute la table de vérité de façon assez compacte. Ensuite, on doit découper les équations de sortie selon la taille des tables de correspondance. On va encore supposer des tables de correspondance à 4 entrées. Comme le signal d'entrée a 4 bits, bien, ce sera facile à faire. En fait, il n'y a pas de découpage nécessaire. Pour l'implémentation, on va le faire sur la diapositive suivante. Donc, on va choisir ici arbitrairement la table de correspondance F. On va ici mettre les votes de 3, de 2, de 1 et de 0 aux 4 entrées de la table de conversion. On va prendre la sortie de la table de conversion et l'amener vers la sortie X ici du bloc de logique configurable. Ce qui reste à faire, c'est de définir le contenu de la table de conversion F, et c'est ce qu'on va faire ici sur la table de vérité. Alors, on se rappelle que pour le problème de vote, la sortie était à 1 quand il y avait au moins 3 des entrées qui étaient à 1. En fait, ici, je répète à partir de la spécification, mais si on regardait sur la diapositive précédente, on pourrait identifier directement quels sont les cas où la sortie doit être à 1 et tous les autres cas sont à 0. La synthèse de boucles et de conditions est aussi possible. À l'intérieur d'un processus, on peut utiliser ces structures du langage pour modéliser le comportement d'un circuit. Les boucles sont une manière compacte de représenter plusieurs énoncés reliés logiquement entre eux. Les paramètres d'exécution de la boucle doivent prendre des valeurs statiques au moment de la synthèse, si on veut que le code soit synthétisable. Les boucles sont effectivement implémentées en les déroulant. Les énoncés d'assignation qu'elles contiennent sont répliqués, un pour chaque itération de la boucle. Pour les circuits combinatoires, les conditions permettent, eux, d'effectuer un choix. L'énoncé case a l'avantage de représenter les choix qui sont mutuellement exclusifs et qui ont la même préséance. Ça correspond à instancier un multiplexeur. L'énoncé if est plus général, mais parfois, il va impliquer des conditions de préséance entre les différentes conditions. Ça peut résulter parfois en un circuit qui est plus complexe que nécessaire, parce que le comportement décrit peut être plus restrictif que ce que le concepteur a en tête. Donc, en général, on va privilégier l'énoncé case quand on n'a pas besoin de priorité. Voici 2 exemples de code synthétisable encadrés en vert. On a la modélisation d'une porte logique et à 4 entrées. Dans le premier cas, en haut, on a l'équation utilisant des opérateurs logiques. Dans le deuxième cas, on a une boucle et cette boucle est bien synthétisable parce que le compteur de boucle prend des valeurs qui sont connues statiquement au moment de la synthèse. Donc effectivement, cette boucle-là va être déroulée pour obtenir quelque chose d'équivalent à l'énoncé qui est dans l'encadré en vert d'en haut. Et donc le code est tout à fait synthétisable. Voici maintenant un exemple de code synthétisable et d'un code non synthétisable. Dans l'encadré en vert, on a un exemple de code synthétisable. On se rappelle que la déclaration d'entité comporte un énoncé générique, W, qui a une valeur par défaut de 8. Lors de la synthèse, cette valeur statique est connue, et donc le nombre d'itérations de la boucle ici est connu aussi. La boucle pourra donc être déroulée et le module synthétisé correctement. Dans l'énoncé en rouge, les bornes de la boucle réfèrent plutôt à la valeur de W2, qui est une entrée du circuit de type positif. Donc, au moment de la synthèse, on ne connaîtra pas la valeur de W2. Tout d'abord, il faudrait s'assurer que la valeur de W2 est inférieure ou égale à la valeur de W.
Ensuite, bien même si elle était inférieure, on ne sait pas d'avance combien d'itérations de la boucle il faudra effectuer. Donc, ce code n'est pas synthétisable. Quand on modélise un circuit en VHDL, on peut utiliser des objets des catégories signal et variable. En général, l'utilisation de la catégorie signal résulte en un fil concret pour chacun des objets qui sont ainsi instanciés. Ce n'est pas aussi clair dans le cas des objets de la catégorie variable. L'exemple de code qui est montré dans l'encadré en vert illustre la chose. Donc, tout d'abord, on a pour la première sortie F1 l'utilisation d'objets de catégorie signal. On peut clairement voir que S1 et S2 ont des endroits spécifiques dans le circuit. Dans le deuxième cas, pour la sortie F2, on fait exactement le même comportement, on le modélise cependant d'une façon différente avec un processus. On utilise une seule variable V. On peut voir que la variable V prend 3 valeurs différentes pendant l'exécution du processus. Alors, on ne peut pas vraiment dire que V correspond à ce fil-ci ou à ce fil-là. En fait, il correspond à tous les fils. Donc, quand on veut avoir un plein contrôle sur notre circuit, on va tendre à utiliser la catégorie signal. La catégorie variable, par contre, va nous donner beaucoup plus de flexibilité. En général, le code VHDL d'un banc d'essai n'est pas synthétisable parce qu'il comporte des énoncés qui ne le sont pas. Par exemple, l'énoncé wait, la clause after et l'énoncé assert report ne sont pas synthétisables. On a souvent des modèles de haut niveau des spécifications du code qui ne sont pas synthétisables. On utilise des types comme real qui ne sont pas synthétisables. Donc, en général, les bancs d'essai ne sont pas synthétisables. Ceci conclut cette vidéo sur la synthèse et l'implémentation d'un code VHDL combinatoire.